Bienvenue à la séance d'information sur comment faire une demande de permis de travail post-diplôme. Je m'appelle Alexandra. Je travaille comme conseillère aux étudiants internationaux au Bureau international et je suis aussi consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, merci d'être venu aujourd'hui et allons-y. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui? Donc, je voulais juste faire un aperçu de la présentation. Donc, on va aborder qu'est-ce qu'un permis de travail post-diplôme, qui est éligible, quelles sont les considérations pour l'éligibilité, qui est non admissible, quels sont les échéanciers à garder en tête lorsque vous allez soumettre cette demande, quels sont les documents académiques requis. On va parler un petit peu des données biométriques, où faire la demande, où soumettre la demande, les restrictions de voyage, quelle sorte de validité ou durée le permis de travail post-diplôme peut avoir, et aussi l'autorisation de travail après avoir soumis une demande et quelques autres petites astuces ici. Donc, c'est ça. Donc, je me suis déjà présentée. J'ai aussi deux autres collègues qui travaillent au Bureau international avec moi. Nous sommes tous des conseillers, conseillères et des consultantes. Donc, nous sommes trois avec la désignation requise pour pouvoir justement vous appuyer en matière d'immigration et vous fournir des conseils. Donc, comme j'ai mentionné, cette présentation vraiment va servir comme tutoriel comment soumettre une demande de permis de travail post-diplôme. On va aller vraiment étape par étape. Après qu'on fait le survol de la présentation PowerPoint, on va aller sur le site web d'IRCC et vraiment comme initier une demande. Donc, c'est ça. Et à plusieurs reprises, ça se peut que je dis IRCC au lieu de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, parce que c'est très long. Et aussi PTPD pour permis de travail post-diplôme. Donc, qu'est-ce qu'un permis de travail post-diplôme? C'est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que ça te permet vraiment de travailler pour n'importe quel employeur, n'importe quelle province, n'importe quel territoire au Canada. Il n'y a vraiment aucune restriction sur ce permis de travail, qui est bien. Vous pouvez seulement obtenir un seul permis de travail post-diplôme pendant votre vie. Ça, c'est très important à garder en tête parce que, parfois, les étudiants songent à poursuivre d'autres études après avoir terminé leur programme, qui est parfaitement acceptable, mais juste gardez en tête que vous ne pouvez pas soumettre une autre demande de permis de travail après avoir complété un deuxième programme. Donc, c'est vraiment une seule fois. Donc, assurez-vous, lorsque vous allez faire demande, de pouvoir vraiment pleinement prendre avantage de ce permis. Il y a une exception à ce critère. Donc, si votre passeport va expirer avant la période complète à laquelle vous êtes éligible pour le permis de travail post-diplôme. Donc, par exemple, disons que vous êtes admissible à un permis de travail de 3 ans, mais votre passeport expire en 2 ans. Dans ce cas-là, vous serez admissible à demander une prorogation de votre permis de travail. Mais ça, c'est vraiment la seule et unique raison que vous pouvez proroger ou obtenir un deuxième permis de travail post-diplôme. Donc, je voulais juste le mentionner. Donc, pour les critères d'éligibilité, donc, afin de pouvoir demander ce permis de travail, vous devez avoir complété un programme d'études d'un établissement désigné qui est éligible. Donc, afin de pouvoir accueillir des étudiants internationaux, l'établissement doit être désigné par IRCC et le programme d'études doit être éligible au permis de travail post-diplôme. Donc, ça, c'est le premier critère. La durée du programme doit être au minimum 8 mois
Et le programme doit aussi mener à soit un degré ou un diplôme ou un certificat. Donc, ça ne peut pas juste être des cours au choix qui ne comptent pas pour un programme. L'autre critère super important, c'est vous devez avoir maintenu un statut de temps plein pendant chaque trimestre de ce programme. Maintenant, il y a quelques exceptions. Par exemple, le dernier trimestre de votre programme, si vous avez toujours été étudiant à temps complet et pour le dernier trimestre de votre programme, vous avez seulement besoin d'une charge de cours à temps partiel afin de compléter les exigences de votre programme. Ça, c'est correct. C'est une exception. Une autre exception, c'est les charges de cours prises pendant un congé prévu au calendrier. Par exemple, disons que vous êtes au premier cycle, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours pendant l'été, mais vous décidez de prendre un cours ou deux. Ça aussi, aucun impact sur le permis de travail, c'est parfaitement acceptable. Il y a aussi une exception si vous devez prendre un congé imprévu qui est autorisé par l'université. Par exemple, disons que vous avez une procédure, une chirurgie médicale, vous devez prendre un trimestre de congé. C'est approuvé par l'université. Vous avez respecté les conditions de votre permis d'études pendant ce congé. Ça aussi, c'est une exception pour le permis de travail. Il y a aussi eu quelques exceptions pendant la pandémie et on va faire le survol de ces exceptions sur une prochaine diapo. L'autre critère d'éligibilité à garder en tête, c'est qu'il faut absolument avoir un statut temporaire valide au moment du dépôt de la demande. Ou sinon, il faut soumettre la demande de l'extérieur du Canada. Donc, on a parlé un peu de si vous devez prendre un congé de vos études. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une exception. C'est possible de conserver votre éligibilité au permis de travail post-diplôme si vous respectez les conditions. Donc, en général, le congé ne doit pas dépasser 150 jours à partir de la date du début. Et bien sûr, le congé doit être autorisé par l'établissement. Donc, par exemple, comme j'ai mentionné, une raison pour prendre un congé, ça serait peut-être des raisons médicales, peut-être peut-être des raisons financières. Il y a plusieurs raisons possibles. Donc, en général, ça ne peut pas dépasser 150 jours, qui est presque comme un trimestre, c'est entre 1 et 2 trimestres. Donc, pas 2 trimestres complets, mais environ un trimestre et demi. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de reprendre vos études en dedans les 150 jours, vous devez suivre un des deux scénarios suivants. Donc, si vous souhaitez rester au Canada, mais sans étudier, il faudrait changer votre statut temporairement. Donc, changer à peut-être celui de visiteur ou peut-être celui de travailleur si vous êtes admissible à un permis de travail. L'autre option, si vous ne voulez pas changer votre statut ou si vous devez peut-être retourner chez votre pays ou quelque chose comme ça, c'est de quitter le Canada. Donc, si votre congé va dépasser 150 jours, c'est mieux de quitter le Canada et de revenir lorsque vous êtes en mesure de reprendre vos études à temps plein, encore une fois. Donc, c'est les critères à garder en tête pour une prise de congé autorisée. Donc, moins de 150 jours, approuvé, autorisé par l'établissement, et là, changer le statut ou quitter le Canada si ça va être au-delà de 150 jours. Et là, dans la demande de permis de travail, il faudrait fournir les preuves, les documents justificatifs pour ce congé. Si vous ne changez pas votre statut ou vous ne quittez pas le Canada et votre congé est au-delà de 150 jours, là, vous serez réputé non conforme aux conditions de votre permis d'études. Donc, ça, c'est définitivement à éviter. Donc pour le statut à temps partiel, comme j'ai mentionné, il y a une exception pour
la dernière session ou le dernier trimestre. Donc, si vous avez toujours été à temps complet pendant votre programme et là, votre trimestre final, vous avez vraiment besoin uniquement d'une charge de cours à temps partiel. C'est une exception et vous pouvez toujours maintenir votre éligibilité au permis de travail post-diplôme et même travailler à temps partiel pendant ce trimestre si vous remplissez tous les critères, les conditions d'admissibilité. Donc, ça, c'est pour la dernière session. Maintenant, il y a quelques exceptions COVID dont j'ai peut-être mentionné un peu plus tôt. Donc, pendant le début de la pandémie, parce qu'on est toujours dans la pandémie, on s'entend, mais pendant le début, IRCC avait fait des exceptions pour les étudiants qui se sont vus comme forcés à soit devenir temps partiel ou prendre un congé de leurs études. Ces exceptions s'appliquent uniquement pour les trimestres d'hiver et printemps-été 2020. Donc, c'est vraiment uniquement pour ces trimestres où il y a des exceptions comme spécifiquement pour la COVID-19. Donc, si c'est votre cas, assurez-vous de mentionner la COVID-19 comme dans votre demande pour que ce soit clair que c'était comme à cause de la pandémie que vous vous êtes retrouvés soit à temps partiel ou où vous devez prendre un congé. OK, donc ça, c'est pour la COVID. Maintenant, on va parler un peu des demandeurs non admissibles. Donc, il y a certains étudiants qui ne sont pas admissibles au permis de travail post-diplôme. Par exemple, peut-être vous avez déjà obtenu un permis de travail post-diplôme. Donc, comme j'ai mentionné, malheureusement, vous pouvez seulement obtenir un permis de travail une seule fois. Donc, c'est certain que si vous avez déjà obtenu un permis dans le passé, vous n'êtes plus éligible. Un autre exemple, ce serait si vous avez participé au programme de bourse du gouvernement du Canada, financé par Affaires mondiales Canada. Donc, c'est un programme très spécifique de bourse. Et un des critères de cette bourse, c'est de justement retourner, quitter le Canada après la fin. Donc, vous n'êtes pas admissible au permis de travail pour cette raison. Et il y a quelques autres petites exceptions. Donc, je donne le lien ici. Vous pouvez consulter la liste d'exceptions des étudiants non admissibles. Et je pense que j'ai oublié de le mentionner avant, mais donc, l'enregistrement de cette séance sera disponible sur notre chaîne YouTube et on va rendre aussi cette PowerPoint disponible aussi dans la description de la vidéo. Donc, tous les liens qu'on a inclus ici, vous aurez accès après. Et je vais aussi prendre des questions, certainement. Une fois qu'on a fini la présentation et avant que je fais avant qu'on va générer la demande telle qu'elle sur le site, je vais prendre une pause et prendre quelques questions. Donc, quels sont les échéanciers à garder en tête? Donc, vous avez jusqu'à 180 jours une fois que vous avez terminé votre programme pour soumettre une demande de permis de travail post-diplôme. C'est environ 6 mois. Donc, c'est quand même assez de temps. Donc, quand est-ce que les 180 jours commencent? Normalement, c'est après que vous avez vos notes finales disponibles et vous recevez une confirmation écrite que vous avez réussi à terminer votre programme. Comme j'ai mentionné, il faut avoir absolument un statut temporaire valide si vous allez soumettre la demande de l'intérieur du Canada. Et au-delà de ça, votre permis d'études en particulier doit avoir été valide à un moment pendant ces 180 jours.
Et si votre permis d'études est expiré, il doit avoir été valide et soit vous avez fait demande pour changer votre statut pour celui de visiteur avant que votre permis d'études est devenu invalide, soit que vous allez soumettre une demande de rétablissement de statut en même temps que vous allez demander le permis de travail post-diplôme, ou soit vous avez quitté le Canada et vous allez soumettre votre demande de l'extérieur du Canada. Donc, encore une fois, si votre permis d'études est soit expiré ou invalide au moment que vous allez déposer votre demande de permis de travail post-diplôme, il faut que vous avez soit déjà changé votre statut avant que votre permis est expiré ou devenu invalide, ou vous planifiez de demander le rétablissement de statut en même temps. Ce n'est pas une option recommandée en passant, mais c'est possible. Ou vous allez soumettre la demande de l'extérieur du Canada. Donc, bref, il faut avoir un statut valide si vous allez déposer la demande à l'intérieur du Canada. Maintenant, j'imagine que la question demeure, OK, quand est-ce que mon permis d'études devient invalide? Donc, un permis d'études peut devenir invalide de deux façons. Soit à la date d'expiration indiquée sur votre permis ou 90 jours suivant le moment où l'achèvement de votre programme a été confirmé par l'université par écrit, selon la première éventualité, c'est-à-dire si vous recevez une confirmation écrite et 90 jours passent, et ça c'est avant la date d'expiration de votre permis d'études, mais c'est à ce moment-là que ça devient invalide et non la date d'expiration. Si la date d'expiration arrive avant les 90 jours suivant votre confirmation écrite, là, c'est la date d'expiration que vous devez prendre en considération. Donc, regardez à la date d'expiration de votre permis et assurez-vous de prendre action avant la date d'expiration ou avant les 90 jours suivant la confirmation écrite que vous avez terminé votre programme. Donc, quelle sorte de confirmation écrite est-ce que ça peut être? Quand est-ce que le 90 jours peut commencer? Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ça pourrait être un courriel de votre faculté qui confirme que vous avez rempli les exigences de votre programme. Ça peut être une copie de votre diplôme tel quel. Ça peut être un relevé de notes officiel ou ça peut être une lettre officielle confirmant l'achèvement des études. Donc, tous ces exemples comptent comme une confirmation écrite que vous avez officiellement terminé votre programme. Vous avez réussi les exigences, vous avez rempli les exigences, vous avez réussi tout ça. Maintenant, afin d'avoir une idée quand est-ce qu'un de ces documents seront disponibles, regardons au site web de dates académiques importantes et échéances. Donc, on va ouvrir le site et on va aller au trimestre d'hiver. Donc, on peut voir dans la section notes et examens, on peut voir ici que le 17 mai, c'est la date limite à laquelle vos notes finales seront affichées officiellement sur le site web. Et le 27 mai, c'est quand votre rendement scolaire sera considéré comme officiel. Normalement, afin de pouvoir obtenir une lettre qui confirme que vous avez terminé, réussi votre programme, votre rendement scolaire doit être considéré officiel. Donc, c'est à partir de cette date ici que vous devrez être en mesure de pouvoir recevoir une lettre confirmant que vous avez rempli les exigences de votre programme. Donc, simplement gardez ça en tête. OK. Donc, ça, c'est pour ça. La raison pour laquelle on met de l'emphase sur
quand un permis d'études devient invalide, les 90 jours. Parce que si vous vous souvenez, vous avez 180 jours pour soumettre une demande de permis de travail, mais c'est plus avantageux et dans votre intérêt de soumettre une demande dans les premiers 90 jours pendant que votre permis d'études est toujours valide. Parce que si vous soumettez une demande de permis de travail avec un permis d'études valide, vous pouvez travailler dès que la demande de permis de travail est déposée au lieu de devoir attendre l'approbation de votre demande. Donc, si on regarde ici, donc pendant que vous êtes étudiante à temps complet ou vous êtes étudiant à temps partiel, mais vous avez toujours été à temps complet, c'est votre dernier trimestre, dépendant de votre situation. Donc, pendant que vous êtes étudiant, vous pouvez continuer à travailler à temps partiel. Cette autorisation de travail à temps partiel continue jusqu'au moment où vous recevez une confirmation écrite que vous avez terminé votre programme, réussi votre programme. Dès que vous recevez cette confirmation écrite, il faut arrêter le travail jusqu'à la soumission de la demande du permis de travail. Donc, si vous soumettez votre demande entre le jour 0, donc le jour où vous recevez la confirmation écrite, et le jour 90 où votre permis d'études devient invalide, là, vous êtes admissible à travailler à temps plein dès que la demande est soumise et pendant tout le traitement de la demande jusqu'à ce qu'une décision soit prise. Donc, ceci, si vous allez soumettre votre demande à l'intérieur des 90 jours, c'est-à-dire avec un permis d'études qui est toujours valide. L'autre option, demande soumise après les 90 jours. Donc, même chose, vous êtes admissible à travailler à temps partiel pendant que vous êtes toujours étudiant. Là, vous recevez une confirmation écrite que vous avez réussi votre programme. Vous devez arrêter le travail à ce moment-là. Et là, 90 jours passent, vous n'avez toujours pas soumis de demande. C'est le jour, je ne sais pas, 120, disons. Et là, vous soumettez votre demande de permis de travail. Malheureusement, vous n'avez pas le droit de travail. Vous devez attendre le traitement de la demande. Et si la demande est positive, c'est-à-dire votre demande est approuvée, là, vous pouvez commencer le travail une fois que votre permis de travail est approuvé. Ça, c'est si vous ne soumettez pas une demande pendant que votre permis d'études est toujours valide. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Donc, si vous vous souvenez, j'ai mentionné plus tôt, si vous ne comptez pas soumettre une demande avec un permis d'études valide, c'est-à-dire dans les premiers 90 jours, il faut soit avoir demandé le changement de statut dans ces 90 jours ou vous allez devoir rétablir votre statut en plus de soumettre la demande de permis de travail, ou vous devez quitter le Canada et soumettre la demande de l'extérieur et seulement revenir une fois que c'est approuvé. Donc, ça, c'est des options pour ça. Et dans tous les 3 cas, donc, statut temporaire de visiteur, rétablissement de statut, demande soumise à l'extérieur, dans tous les cas, vous n'avez pas un permis d'études valide, donc vous n'avez pas le droit de travail en attendant le traitement de la demande. Donc, ça, c'est pour ça. Maintenant, quels sont les documents académiques qui sont requis pour demander ce permis de travail? Donc, vous avez besoin de 2 documents. La première, c'est la lettre officielle confirmant que vous avez terminé votre programme d'études. Donc, dépendant de quand vous allez demander ce document, il y a différents endroits où est-ce que vous devez demander pour cette lettre. Donc, si c'est avant que votre grade ou diplôme est conféré et vous êtes au premier cycle, c'est auprès de votre faculté que vous devez demander cette lettre. Elle ne sera pas envoyée automatiquement. Il faut absolument demander la lettre. Dépendant de votre faculté, ça se peut qu'il y a un portail que vous pouvez demander la lettre d'attestation ou vous devez simplement leur envoyer un courriel et demander cette lettre d'attestation.
Si vous êtes étudiant au cycle supérieur, là, vous pouvez obtenir cette lettre auprès d'Infoservices. Donc, ça, c'est avant que votre grade ou diplôme est conféré. Si vous demandez pour ce document après que votre grade ou diplôme est conféré, vous devez demander une lettre d'attestation d'études officielles auprès d'Infoservices que vous êtes au premier cycle ou cycle supérieur. Et vous devez indiquer, vous devez sélectionner, inclure diplôme obtenu pour que la mention soit ajoutée à votre document, à votre lettre. Donc, ça, c'est juste important à garder en tête. Je crois que la majorité d'entre vous vont soumettre une demande pour cette lettre avant que votre grade ou diplôme est conféré, mais parfois, il y a des situations, des fois c'est après, donc juste garder cette différence en tête. Ça, c'est le premier document. Lettre officielle doit absolument être officielle, aucune exception. Deuxième document, c'est relevé de notes. Donc, pour celui-ci, il peut être officiel et vous pouvez demander pour un document officiel auprès d'Infoservices ou ça peut être une copie de votre relevé de notes non officiel qui est accessible via votre compte Ozone. Donc, pour le relevé de notes en particulier, IRCC stipule que ça n'a pas besoin d'être officiel pour cette demande de permis de travail, mais il doit être final. Donc, toutes vos notes doivent être affichées, etc. Donc, ça, c'est les deux documents académiques qui sont requis. Maintenant, dépendant de votre situation, ça se peut que vous devez ou on recommande d'inclure d'autres documents, surtout si vous ne remplissez pas exactement les critères d'éligibilité. Donc, peut-être vous avez des études à temps partiel ou peut-être vous avez pris un congé, mais ça, c'est les deux documents absolument obligatoires pour une demande de permis de travail post-diplôme. OK. Pour les données biométriques, si vous allez soumettre votre demande à l'intérieur du Canada, il y a une exemption en ce moment pour fournir les données biométriques. Donc, si vous êtes au Canada et vous allez soumettre la demande de l'intérieur du Canada, vous ne devrez pas soumettre vos données biométriques. Ça se peut que le système vous demande de payer les frais, même si vous êtes exempté de les fournir. Si c'est le cas, IRCC devrait rembourser ces frais lorsqu'ils vont rendre une décision sur la demande. Et aussi, si vous avez déjà fourni vos données biométriques dans le passé, elles demeurent valides pour 10 ans. Donc, ça se peut que ce n'est même pas un enjeu pour vous, mais je voulais juste le mentionner. À partir d'aujourd'hui, l'exemption est toujours en place. C'est certain que ça peut changer, donc gardez un œil sur votre compte. Si vous êtes obligé de de fournir des données biométriques, vous recevrez une lettre de la part d'IRCC vous informant et vous invitant à fournir vos données biométriques. Donc, juste pour garder ça en tête. OK. On est rendu à... oh non, désolé, pas encore. Donc, où faire la demande, où soumettre la demande. Donc, en ce moment, l'option préférée, c'est certainement soumettre une demande en ligne. En utilisant le compte IRCC. Si vous avez déjà un compte, vous l'avez utilisé pour votre permis d'études, des prorogations, vous pouvez utiliser le même compte. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer un compte. L'autre option, c'est de soumettre une demande à un point d'entrée, c'est-à-dire à la frontière. Donc, soumettre une demande à la frontière, c'est techniquement possible, mais c'est non recommandé pour beaucoup de raisons, honnêtement. Je ne vais pas rentrer dans toutes les raisons, mais c'est vraiment pas recommandé. On vous conseille de soumettre votre demande en ligne. C'est l'option la plus sécure. Si vous demandez le permis avec un permis d'études valide, vous avez le droit de travail directement
vous recevrez une lettre de la part d'IRCC qui confirme votre droit de travail. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison de vouloir obtenir le permis tel quel comme immédiatement. Donc, je voulais juste mentionner ça. Pour les restrictions de voyage, heureusement, elles continuent à être assouplies. Donc, maintenant, si vous remplissez les exigences en tant que voyageur entièrement vacciné, vous n'êtes plus obligé à démontrer que votre voyage au Canada est essentiel, qui est une bonne nouvelle parce que c'était un véritable cauchemar les dernières 2 années. Donc, vous devez certainement avoir votre preuve de vaccination et à partir du 1er avril, vous n'avez pas besoin de faire un test de dépistage pré-départ, mais ça se peut que vous devez effectuer un test de dépistage à votre arrivée si vous êtes sélectionné. Donc, encore une fois, ça c'est à partir du 1er avril. Pas de test de dépistage pré-départ, mais peut-être un test d'arrivée si vous êtes sélectionné. Donc, c'est ça. Ça, c'est la situation avec les restrictions de voyage. Maintenant, comme vous le savez sans doute, il y a toujours de l'espace pour des erreurs, soit des erreurs d'interprétation par des agents de bord, des compagnies aériennes. Vraiment, comme on a tout vu pendant la pandémie. Donc, notre conseil, c'est de seulement voyager si vos documents sont tous valides. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? Non seulement votre passeport et soit votre AVE, autorisation de voyage électronique, ou votre visa, soit valide, mais votre permis d'études, on conseille que ça aussi, c'est valide. Donc, si vous vous rappelez, votre permis devient invalide 90 jours après que vous avez reçu votre confirmation écrite. Donc, notre suggestion, c'est d'éviter de voyager après les 90 jours parce que là, à ce moment-là, techniquement, votre permis d'études n'est plus valide. Vous avez peut-être un passeport et un visa valide, mais pas de statut, pas de document de statut valide. Donc, c'est plus risqué. Ça devrait être possible. Comme légalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Mais comme j'ai mentionné, on a tout vu. Donc, juste gardez ça à l'esprit. Il pourrait y avoir des pépins si votre permis d'études n'est plus considéré valide au moment de votre voyage. Maintenant, parlons un peu de la validité d'un permis de travail. Donc, normalement, un permis de travail post-diplôme est délivré en fonction de la durée de votre programme d'études. Donc, ça veut dire qu'un permis de travail post-diplôme peut avoir une durée minimum de 8 mois et une durée maximale de 3 ans. La validité de votre permis ne peut jamais dépasser la date d'expiration de votre passeport. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, si votre passeport expire avant la validité à laquelle vous êtes admissible, c'est certain que vous recevrez un permis d'études, un permis de travail plus court et vous aurez à demander une prorogation par la suite, une fois que vous avez un nouveau passeport. Donc, regardez, je vous conseille de regarder à vos passeports si vous voyez qu'ils vont expirer avant la validité complète que vous êtes admissible. Je vous encourage à renouveler votre passeport avant de soumettre votre demande de permis de travail dans la mesure du possible. C'est certain que chaque pays a ses propres règlements sur comment tôt vous pouvez renouveler un passeport. Donc, ça se peut que ce n'est pas possible. Et si c'est le cas, sachez que vous pouvez proroger plus tard. Donc, ça ne peut pas vous prévenir d'obtenir votre permis de travail, mais si c'est possible, ça serait beaucoup mieux d'avoir un permis, un passeport qui est valide pour assez longtemps pour justement éviter à payer des frais de demande une deuxième fois. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, comme j'ai mentionné, le permis de travail va être délivré en fonction de la durée de votre programme d'études.
Maintenant, la durée de votre programme d'études, cette évaluation de la part de l'agent d'immigration, ça va être sur la base de votre lettre d'achèvement. Donc, c'est-à-dire la lettre qui confirme que vous avez réussi votre programme et votre relevé de notes qui va démontrer le temps actuel que vous avez passé aux études. Donc, et ça, c'est plutôt au cycle supérieur. Au premier cycle, c'est toutes les baccalauréats ont presque la même durée, donc c'est moins un enjeu. Mais si vous êtes au cycle supérieur, vous pouvez voir la formulation qui va être utilisée pour décrire la durée de votre programme va être la même formule utilisée dans la description officielle du programme. Donc, si vous êtes curieux ou curieuse, vous pouvez consulter le site web des programmes de cours, allez voir votre programme et vous pouvez voir quelle est la description de la durée de votre programme. Et c'est ça que vous pouvez vous attendre à recevoir sur votre lettre officielle que vous allez demander auprès d'InfoService si vous êtes au cycle supérieur. Ça devrait être la même formule. Pour les premiers cycles, comme j'ai dit, ce n'est pas un enjeu parce que tous les programmes ont la même durée et je ne pense pas qu'on a mentionné ici. Je pense que ça s'en vient. Mais comment ça fonctionne? Donc, si votre programme d'études est moins de 2 ans en durée, là, le permis de travail devrait être émis en fonction de la durée de votre programme. Donc, vous recevrez la même validité de permis que la durée de votre programme. Si votre programme d'études est 2 ans ou plus long, vous êtes éligible à un permis de travail de 3 ans. Donc, les étudiants au premier cycle, votre programme est minimum 3-4 ans. Donc, vous êtes tous éligibles pour un permis de travail de 3 ans. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas vraiment un enjeu pour vous. C'est plutôt les étudiants au cycle supérieur où le programme pourrait être moins de 2 ans ou comme peut-être exactement 2 ans. Donc, ça, c'est plus important pour ces étudiants à garder ça en tête. Il y a quelques autres items ici à garder à l'esprit qui pourraient avoir un impact sur la validité d'un permis de travail. Donc, parfois, les étudiants effectuent des études accélérées. Donc, si c'est le cas, c'est-à-dire qu'un étudiant prend moins de temps pour compléter le programme que la durée normale pour le programme. Donc, disons, le programme normalement prend 2 ans à compléter. L'étudiant a fini en 4 trimestres. Donc là, il devrait être éligible pour un permis de travail en fonction de la durée normale de son programme et non le temps consacré aux études actuelles. Donc, juste garder ça en tête. Et là, il y a quelques astuces ici pour l'apprentissage à distance. Ça, c'est avant la pandémie, donc dans un autre monde, avant la COVID, vous n'êtes pas admissible à un permis de travail post-diplôme si au-delà de 50% de vos cours étaient pris en ligne. Tout ça a changé, évidemment, avec la pandémie où on était tous forcés à étudier en ligne, mais historiquement, il fallait respecter les 50%. Donc, moins de 50% de vos cours doivent être pris en ligne afin d'être éligibles pour le permis de travail post-diplôme. Maintenant, avec la COVID, donc jusqu'au 31 août de cette année, si vous êtes au Canada et vos cours sont passés au format en ligne, vous êtes toujours admissible au permis de travail post-diplôme. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous pouvez effectuer 100% de vos études en ligne depuis l'étranger. Tout le temps passé à étudier en ligne de l'extérieur du Canada entre le printemps 2020 et le 31 août 2022 va compter vers la durée d'un permis de travail post-diplôme. Donc, si vous avez fait des études en ligne de l'extérieur du Canada, il n'y a pas de souci du tout. Jusqu'à la fin de cet été, donc août 2022.
À partir de septembre, ça c'est basé sur l'information qu'on a en ce moment, ça devrait redevenir à la normale, qui veut dire cours en présentiel pour la grande majorité d'entre vous. Donc, ça, c'est pour l'enseignement à distance. Quelques autres choses qui peuvent avoir un impact sur la validité d'un permis de travail. Donc, un changement d'établissement, surtout si si vous avez passé du temps à un établissement soit non désigné ou dans un programme non admissible au permis de travail. Donc, seulement le temps passé aux études dans un programme admissible ou à un établissement admissible peut compter envers un permis de travail post-diplôme. Aussi, pour les programmes comportant une composante à l'étranger, donc par exemple, un échange, vous devez absolument avoir ou obtenir un diplôme canadien afin d'être éligible. Et normalement, la validité de votre permis, encore une fois, est établie en fonction de la durée de vos études au Canada. Donc, c'est possible que le temps consacré ou le temps, le temps consacré aux études à l'extérieur du Canada, ça se peut que ça soit déduit de la durée de votre permis d'études, permis de travail, post-diplôme. Encore une fois, si vous êtes au premier cycle, c'est moins un enjeu parce que vous êtes aux études pour tellement longtemps que perdre un trimestre ou deux, par exemple, si vous faites un échange, ça ne va pas avoir un impact sur la durée de votre permis de travail. Mais si vous êtes dans un programme plus court, peut-être un programme de 2 ans, et vous allez faire un échange, mais peut-être ça pourrait impacter ou avoir un impact sur votre demande. Donc, si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et on peut regarder ça ensemble. Mais je voulais juste le mentionner en ce moment. On arrive au moment où je vais vous montrer comment soumettre une demande de permis de travail. Je vois le temps filer, donc je vais juste parler un peu de l'autorisation de travail dont j'ai mentionné plus tôt. Donc, l'autorisation pour travailler sans permis de travail, afin d'être admissible ou éligible pour ça, vous devez avoir un permis d'études valide lorsque vous avez soumis votre demande. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment comme c'est écrit, permis d'études doit être valide. Si vous n'avez pas un permis d'études valide, mais vous avez soumis une demande de prorogation, mais vous n'avez toujours pas de décision et vous êtes dans une situation de statut maintenu, malheureusement, vous n'êtes pas admissible à cette autorisation de travail parce que techniquement, vous n'avez pas un permis d'études valide. Vous avez un statut légal valide, mais vous n'avez pas un permis d'études en main, donc vous n'êtes pas éligible à travailler sans permis de travail. Donc, je voulais juste mentionner ça parce que ça arrive parfois. Si vous êtes dans cette situation, vous avez demandé une prorogation, je vous conseille de faire tout dans votre pouvoir de recevoir une demande, ou pas une demande, mais une décision sur votre demande de prorogation avant de soumettre votre demande de permis de travail afin de avoir un permis d'études valide en main lors du dépôt. Donc, c'est ça. Vous devez avoir un permis d'études valide, vous devez avoir terminé votre programme d'études et vous aviez le droit de travailler hors campus sans permis de travail pendant que vous étudiez. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir une remarque sur votre permis d'études qui confirme ça et vous n'avez pas travaillé au-delà du volume horaire auquel vous aviez droit. Donc, c'est-à-dire vous n'avez pas travaillé plus d'heures que vous êtes autorisé, 20 heures par semaine hors campus, sans limite sur campus. Donc, si vous remplissez ces 3 critères, permis d'études valide, terminé le programme, vous avez le droit de travailler hors campus pendant que vous étiez étudiant et vous n'avez pas dépassé ou travaillé au-delà de vos heures autorisées, vous pouvez travailler sans permis de travail
dès que votre demande de permis de travail est déposée, jusqu'à ce qu'une décision soit prise. OK. Je vais prendre une pause ici et on va aller vers le site web pour générer une demande maintenant. Donc, on va aller ici. Donc, on va ouvrir une session. En passant, si vous pensez à des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je vais les répondre après qu'on a fini de générer la demande. OK. Donc, j'ai rentré avec mon compte la clé GC. Si vous n'avez pas de clé GC, vous pouvez créer une clé GC. On a un tutoriel sur comment créer une clé GC si jamais vous n'en avez pas. C'est sur notre chaîne YouTube. Ou l'autre option, si vous ne voulez pas utiliser une clé GC, vous pouvez connecter avec un partenaire, donc votre compte pour votre online banking. Donc, ça, c'est l'autre option. Donc là, on répond à une question de sécurité que vous avez créée lorsque vous avez créé ce compte. Bon. Oups. Voir si ça fonctionne. Non, ça n'aime pas les accents et les apostrophes, je pense. C'est ça. OK. OK, donc, une fois que vous êtes connecté à votre compte, ça devrait avoir l'air comme ceci. Si vous avez utilisé ce compte avant pour soumettre une demande, vos demandes déjà soumises devraient apparaître en haut ici. Et sinon, ça veut dire que vous n'avez pas, pas soumis de compte en utilisant ce compte. Ce compte en passant, c'est une étudiante fictive, donc ce n'est pas des infos personnelles, on a tout inventé là. Donc, afin de commencer une demande de permis de travail, il faut aller vers le bas et cliquer sur ceci. Présenter une demande pour venir au Canada. Je sais, ce n'est pas évident parce que vous êtes déjà ici, donc ce n'est pas vraiment une demande pour venir au Canada, mais bon, c'est là où il faut cliquer. Ça comprend les demandes de permis de travail ici. Donc, on va cliquer ici. Code de référence personnel, vous pouvez sauter ça. On n'a pas commencé une demande avant, donc on n'a pas de code personnel. Donc, déterminer votre admissibilité, présenter en ligne une demande. On veut demander un permis de travail, donc on va cliquer sur celui-ci. Que souhaitez-vous faire au Canada? On veut travailler. Pendant combien de temps? Temporairement, plus de 6 mois. Le code qui correspond à celui sur votre passeport, ça, il va falloir vérifier répondre en fonction de votre passeport. Pour nous, c'est Argentine. Quel est votre pays, territoire de résidence actuel? Donc, ça, c'est important à répondre correctement. Donc, si vous allez soumettre votre demande d'ici, du Canada, il faut sélectionner Canada. Si vous allez quitter le Canada et soumettre la demande de l'extérieur, il faut sélectionner le pays dans lequel vous vous retrouvez pour que la demande soit traitée par le bon bureau. Donc, nous allons soumettre pour le Canada. Avez-vous un membre de famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans? Donc, répondez en fonction de votre situation. Date de naissance. Qu'est-ce que j'avais mis? Je pense. 2001. Êtes-vous un résident permanent légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide? Donc, répondez encore une fois en fonction de votre situation. Quel est votre statut d'immigration actuel au Canada?
étudiant. Voulez-vous travailler sur le campus? Donc ici, dans le contexte pour cette demande, vous devez sélectionner non, même si peut-être vous avez l'intention de travailler pour l'université avec votre permis de travail post-diplôme, qui est parfaitement acceptable, mais pour cette demande, répondez non. Êtes-vous étudiant à temps plein et voulez-vous travailler hors campus? Ça aussi, encore une fois, dites non, même si la réponse peut être oui. Avez-vous obtenu votre diplôme ou votre programme d'études était à temps plein et durait au moins 8 mois? Oui. L'expérience de travail fait-elle partie de votre programme d'études? On va dire non, parce qu'encore une fois, pour cette demande, on doit répondre à ce questionnaire afin de générer des bons formulaires pour la demande. Donc, on ne veut pas une demande de permis de travail coop, on veut un permis de travail post-diplôme. Donc, on va dire non. Et là, le site, c'est un peu lent, donc désolé. J'aime bien quand ça arrive dans une séance. OK. Un bureau d'IRCC vous a-t-il dit que votre résidence a été approuvée en principe? Répondez en fonction de votre situation. Ça aussi, dites oui ou non. Remplir un profil pour le système Entrée Express n'est pas la même chose qu'avoir demandé, soumettez une demande, d'avoir soumis une demande de résidence permanente. Donc, si vous avez seulement un profil, vous pouvez répondre non. Si vous avez présenté une demande de résidence permanente, là, vous devez sélectionner oui. Avez-vous une offre d'emploi écrite? Vous pouvez dire non, même si peut-être vous avez une offre d'emploi, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas requis pour ce type de permis de travail. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'inclure. Avez-vous une lettre officielle confirmant que vous avez répondu aux exigences, ainsi qu'une copie de votre relevé de notes? On doit indiquer oui. Quel est votre état civil? Répondez en fonction de votre situation. Province de destination. Puisque l'Université d'Ottawa se retrouve en Ontario, je vous conseille de mettre Ontario. Mais comme j'ai mentionné, le permis de travail va être un permis ouvert qui va vous permettre de travailler dans n'importe quelle province. Donc, ce n'est pas un enjeu. Donc, là, on a deux résultats, visa de résident temporaire ou permis de travail post-diplôme au Canada. Donc, je voulais juste mentionner rapido ici, lorsque vous soumettez une demande de l'intérieur du Canada, malheureusement, ce n'est pas possible de demander le visa en même temps. C'est deux demandes séparées lorsque vous êtes physiquement au Canada et aussi une après l'autre. Une doit suivre l'autre. Donc, il faut en premier lieu proroger ou prolonger votre statut. Et là, une fois que votre statut a été prolongé, là, vous pouvez demander un nouveau visa. Donc, juste gardez ça en tête. Essayez-vous de cliquer sur la bonne chose. Donc là, on est presque là. Quelques autres questions. Ça va vous demander encore une fois, avez-vous une lettre officielle qui confirme que vous avez rempli les exigences et une copie de votre relevé de notes? On doit dire oui. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné au cours des 12 derniers mois? Donc ça, vous devez répondre oui ou non en fonction de votre situation. Si vous n'avez pas subi un examen médical, simplement indiquez non. Si vous avez, vous devez mettre oui. Avez-vous résidé dans un pays ou un territoire désigné pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année? Donc, pour ça, il faut, ça va dépendre de votre situation. Donc, vous devez vérifier la liste de pays ou territoires désignés. Et si vous avez vécu dans un de ces pays pour au-delà de 6 mois au cours de l'année précédente. Donc, faites le calcul. Là. Si c'est moins de 6 mois, vous ne devrez pas être obligé de subir un examen médical. Mais si vous
si vous avez vécu dans un pays ou un territoire désigné pour au-delà de 6 mois, dans les derniers 12 mois, il faut absolument faire un examen médical. Donc, ici, je vais mettre non. Donc, ça aussi, c'est une question importante. Donc, si vous avez l'intention ou le souhait de travailler dans un de ces domaines, un de ces professions, donc travailler dans un hôpital, travailler dans des écoles, n'importe quel emploi qui vous amène en proximité étroite avec la population, il faut l'indiquer, il faut dire oui pour que votre permis ait les bonnes remarques, conditions là-dessus. Et dans ce cas-là, il faut subir un examen médical. Donc, juste garder ça en tête. Si vous voulez travailler dans un de ces domaines, il faut absolument subir un examen médical. Vous avez l'option de soit subir l'examen médical avant de soumettre votre demande, ça s'appelle un examen médical préalable, ou vous pouvez soumettre la demande, subir un examen médical après que vous avez soumis votre demande, une fois que IRCC vous envoie un message vous informant de subir un examen. Donc, juste gardez ça en tête. On va dire non ici. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? On va dire non pour Isabella, mais je voulais le mentionner. Si vous êtes ici avec un conjoint ou un époux de fait ou un enfant, vous pouvez soumettre des demandes pour eux aussi en même temps, utilisant votre compte. On va dire non. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Vous veuillez l'indiquer ici. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales ou votre photographie lors d'une demande pour venir au Canada? Donc, indiquez ou répondez en fonction de votre situation. Mais comme j'ai mentionné, si vous soumettez votre demande de l'intérieur du Canada, vous êtes exempté, même si le système vous demande de payer les frais. Donc, des frais sont associés à votre demande, les payerez-vous, vous dispensez. Il y a quelques personnes qui sont dispensées. Pouvez-vous faire une copie numérique, oui ou non? Super important, lorsque vous allez soumettre une demande en ligne, il faut absolument être en mesure de soit prendre des photos ou des scans de vos documents. Acquitterez-vous les frais de traitement? Puis là, il liste les méthodes de paiement acceptées. Là, c'est lent encore une fois. OK. Là, vous avez l'opportunité de réviser vos réponses et je vous souhaite de pas juste défiler vers le bas et continuer. Je vous suggère de réviser vos réponses. Et là, si jamais vous trouvez que vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur le petit crayon et modifier la réponse à votre question. Donc, je donne un autre exemple. Si vous décidez que vous voulez travailler dans une des professions qui vous apporte qui vous rapproche étroitement avec la population et vous voulez faire un examen médical et vous avez un changement d'esprit, vous voulez faire un examen préalable, là, vous pouvez modifier votre réponse à la question qui vous demande si vous avez déjà subi un examen au cours des 12 derniers mois. Vous pouvez changer ça à oui pour que là, vous aurez un endroit dans votre liste de contrôle pour télécharger la preuve de cet examen médical. Donc, on va continuer. Donc, ici, ça vous donne des indices, des choses à garder à l'esprit pour votre demande. Donc, vous avez 60 jours pour soumettre votre demande une fois que vous l'avez initiée dans votre compte. Si vous ne soumettez pas votre demande après 60 jours, tout va être supprimé. Donc, juste gardez ça en tête. Je sais qu'il y a des étudiants qui aiment se préparer à l'avance.
préparez-vous pas trop à l'avance, par contre. Donc, gardez les 60 jours en tête. Ça donne aussi ici des détails sur les formats acceptables lorsque vous allez téléverser les fichiers dans votre compte. Donc, rien peut être plus gros que 4 mégaoctets. Donc, juste gardez ça en tête. Donc, on va continuer. Peut-être. OK. Donc, voici votre liste de contrôle personnel. Donc, c'est ici que vous allez télécharger tous les documents requis pour pouvoir par la suite soumettre votre demande. Donc, on a le formulaire de demande lui-même, le relevé de notes, renseignements sur la famille. Ça se peut que ça n'apparaît pas dans votre liste. Ce n'est pas demandé à chaque étudiante. Ça dépend de votre pays de citoyenneté. La lettre sur la fin des études, passeport, photographie. Et là, on a quelques documents optionnels aussi. Et là, on a les frais. Je sais que c'est un peu niaiseux de voir les frais séparés comme ça, mais c'est bel et bien le bon montant. Une demande de permis de travail post-diplôme est 255 $. Et si vous n'avez pas fourni vos données biométriques au cours des 10 dernières années, les frais de biométrie, qui sont de 85 $, seront également ajoutés à ce total. Mais comme j'ai mentionné, il y a l'exemption, donc vous devrez être remboursé. OK, on va aller à travers le formulaire rapidement. Donc, pour ouvrir ce formulaire, vous ne pouvez pas simplement cliquer dessus parce que c'est un formulaire sécurisé. Donc, si vous cliquez dessus, ça va par défaut essayer d'ouvrir dans votre navigateur Internet qui n'est pas acceptable parce que c'est un PDF sécurisé. Donc, il faut vraiment sauvegarder le fichier sur votre ordinateur, donc soit comme en cliquant avec le bouton droit de votre souris pour sauvegarder ici ou l'ouvrir et là, télécharger d'ici. Puis là, comme j'ai mentionné, il faut l'ouvrir de votre ordinateur. Donc, moi, je l'ai déjà sauvegardé. Donc, je vais ouvrir le formulaire. Et on va passer à travers ensemble vraiment rapido parce que je vois qu'on a seulement 20 minutes et je veux absolument permettre du temps pour les questions. OK, donc ça, c'est le formulaire. Vous allez voir, si vous avez déjà demandé une prorogation, c'est très similaire. Donc ici, IUC, je sais que ce n'est pas un champ obligatoire, il n'y a pas d'astérix, mais je vous conseille tous et toutes de mettre votre IUC. Vous pouvez trouver ça sur votre permis d'études. Indique dans quelle langue vous voulez être servi. On va présenter une demande de permis de travail pour la première fois ou pour un nouvel employeur. On met nos données personnelles, date de naissance, tout ça. Ici, pour le pays ou territoire de résidence actuel, c'est là où est-ce que vous devez indiquer votre statut actuel. Donc, vous êtes étudiant ici et là, les dates de A ici doivent correspondre avec la date d'émission et la date de délivrance et la date d'expiration de votre permis d'études. Et si vous mettez votre curseur ici sur les champs, vous pouvez voir, ça donne des indices. Donc, date de début de votre statut au Canada, date de fin. Donc, dans le cas d'Isabella, son permis d'études expire en juillet. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on va mettre pour la date d'expiration. Et là, ici, si vous avez vécu dans d'autres pays autres que votre pays de citoyenneté ou celle où est-ce que vous résidez en ce moment, c'est ici où est-ce que vous allez l'indiquer. Votre état matrimonial également, indiquez-le ici. Là, les données personnelles continuent, c'est pas mal évident ici. Les langues aussi, je ne pense pas qu'il y a de questions sur ça. Numéro de passeport ici.
Ça aussi, ça ne devrait pas causer de soucis. Pièce d'identité nationale, ça, on reçoit parfois des questions. C'est pas chaque pays qui a une pièce d'identité nationale, ça dépend vraiment du pays. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est probablement parce que vous n'avez pas une pièce d'identité nationale ou les citoyens de votre pays n'en ont pas. C'est différent d'un numéro d'assurance sociale, c'est différent d'un permis de conduire, c'est pas la même chose du tout, c'est vraiment quelque chose de vraiment unique. Donc, si vous avez une pièce d'identité nationale, vous répondez oui. Et là, vous pouvez voir les seuls deux champs qui sont obligatoires sont le numéro de la pièce et là, le pays au territoire de délivrance. Donc, la date de délivrance et la date d'expiration, ce n'est pas des champs obligatoires parce que pour certains pays, il n'y a pas de date d'expiration, il y a juste une date de délivrance ou des fois, c'est l'opposé. En tout cas, il y a beaucoup de variations là. Donc, simplement l'indiquer. Si vous avez une pièce d'identité nationale, indiquez-le ici. Sinon, pas de souci. Juste répondez non. Puis là, ça élimine l'obligation de remplir ces champs. Même chose ici pour carte de résident permanent des États-Unis. Ici, coordonnées. Ça, assurez-vous absolument de correctement écrire votre adresse postale, s'il vous plaît. C'est à cette adresse que va être envoyé votre permis de travail. Donc, super important de bien écrire votre adresse. Donc, vérifiez au moins 3 fois là, que c'est bien correctement écrit. Et si jamais vous déménagez avant que vous recevez une décision sur votre demande de permis de travail, assurez-vous de mettre à jour votre adresse avec IRCC, s'il vous plaît. Vous pouvez faire ça en utilisant le formulaire web d'IRCC. Donc, si on a le temps à la fin, je vais vous montrer le formulaire web, mais juste gardez ça à l'esprit. Assurez-vous de toujours mettre à jour votre adresse, vos coordonnées avec IRCC. Donc, adresse, numéro de téléphone et ici, adresse électronique. Encore une fois, ce n'est pas un champ obligatoire, mais indiquez votre adresse courriel, s'il vous plaît. Ça va vous permettre de recevoir des messages électroniques au lieu de par la poste. Et ça n'a pas besoin d'être votre adresse Ottawa. Indiquez celle que vous vérifiez le plus souvent. Donc, c'est ça. Entrée au Canada, je pense que ça, c'est pas mal évident. Donc, la date et le lieu de votre première entrée. Et là, si vous avez quitté, c'est quoi la date de votre entrée la plus récente? Donc, ici, détail du travail prévu au Canada. Dès que vous sélectionnez permis de travail post-diplôme, vous allez voir tous ces champs ici, nom de l'employeur, adresse, tout ça. C'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser tout ça vide parce que le permis de travail est un permis de travail ouvert. Vous n'avez pas besoin d'avoir une offre d'emploi. Et ça va vous permettre de travailler pour n'importe quel employeur. Donc, vous pouvez laisser tout ça vide. C'est très... c'est bien, c'est moins à remplir. Désolée. OK. OK, donc ça, répondez oui ou non en fonction de votre situation. Scolarité, donc ici, on vous demande de fournir les détails sur vos études post-secondaires les plus récentes. Donc, si c'est votre demande de permis de travail post-diplôme, ça veut dire que vous venez de compléter des études. Donc, indiquez vos études que vous venez de compléter. Donc, c'est ça qu'est-ce que j'ai fait ici pour Isabella. Et là, la section emploi, il faut absolument donner les détails de votre situation d'emploi pour les 10 dernières années, incluant extérieur du Canada, intérieur du Canada. Si vous n'étiez pas en train de travailler, vous étiez en train d'étudier, vraiment donne l'historique ici pour les 10 dernières années. Donc, on peut voir ici pour Isabella, j'ai mis ses études et un travail qu'elle avait occupé en Argentine. Donc, si jamais il vous manque d'espace, parce qu'il y a seulement trois champs ici,
vous pouvez recréer ce tableau dans un document Word et élaborer sur les autres professions, les autres emplois qui ne peuvent pas figurer ici sur le formulaire. Et on peut l'ajouter dans la section optionnelle de votre demande. Donc, juste assurez-vous de donner tous les détails pour les 10 dernières années. Et là, ça nous amène à la section antécédents. Donc, vous devez répondre à toutes ces questions de façon honnête. Donc, êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut ou avez-vous fréquenté l'école sans permis d'études, travaillé sans permis? Oui ou non? Est-ce que vous a-t-on déjà refusé un permis ou un visa ou interdit l'entrée ou demandé de quitter le Canada ou tout autre pays ou territoire? Donc, ça, c'est quelque chose qui cause peut-être des soucis. Les étudiants pensent que peut-être c'est juste pour le Canada, mais c'est vraiment n'importe quel pays. Donc, si vous avez eu un refus pour un visa pour les États-Unis, par exemple, vous devez l'indiquer ici. Vous devez mettre oui et là, donner les détails ici dans la case. Donc, répondez ça en fonction de votre situation. Et là, ici, avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Si vous êtes ici comme étudiant, c'est certain que vous avez tous soumis une demande de permis d'études, donc il faut l'indiquer absolument ici. N'importe quelle demande que vous avez soumise pour le Canada, indiquez-le ici dans la case. Et si jamais il vous manque d'espace ici, vous pouvez, encore une fois, créer un document Word, écrire ici comme voir lettre explicative pour plus de détails, puis là, vous pouvez élaborer. Si jamais il vous manque d'espace ici, vous avez beaucoup à déclarer, peut-être une bonne idée de prendre un rendez-vous de conseil individuel avec nous pour discuter de stratégie et comment formuler qu'est-ce que vous devez déclarer sur votre formulaire. OK, puis là, il y a quelques autres questions ici. Et c'est ça, je pense que c'est pas mal évident ici. Donc là, quand on arrive à la fin, il faut indiquer, il faut taper votre nom comme signature. Là, il faut taper votre nom comme il apparaît sur votre passeport, votre document de voyage. Juste le taper. Il ne faut pas imprimer et signer à la mitaine. Juste taper le nom. Donc, Isabella Armando Garcia. Puis là, la date d'aujourd'hui, la date que vous allez remplir le formulaire. Et là, on va cliquer sur Valider. Et si vous avez rempli correctement le formulaire, il n'y a pas d'erreur ou il n'y a pas de champ obligatoire que vous avez manqué, vous devrez avoir ce message qui dit que la validation a été complétée avec succès. Et ça indique ici que si vous soumettez votre demande en ligne, vous n'avez pas besoin de signer votre nom à la main. Vous allez fournir une signature électronique lorsque vous allez transmettre vos documents. Donc, c'est bien, on clique OK. Là, les codes à bord s'affichent. Donc, ça, c'est excellent. C'est ça qu'est-ce qu'on veut. Donc là, on va sauvegarder. Et on va retourner à notre site web pour justement téléverser notre formulaire. Donc, on va aller ici, téléverser. OK. Donc là, ça dit que ça a réussi. Donc là, on va retourner. Et vous pouvez voir que maintenant, ceci est vert et c'est le nom du fichier au lieu de juste non fourni. Donc, au fur et à mesure que vous téléchargez les documents requis, une fois que tous les documents obligatoires sont téléchargés, un bouton ici devrait apparaître pour transmettre la demande. Donc, ça, c'est pour le formulaire. Pour le relevé de notes, ça, j'imagine que vous savez tous, ça a l'air de quoi un relevé de notes, donc on ne va pas passer à travers. Lettre de la fin des études, ça aussi, on en a parlé, mais je veux juste vous montrer ça a l'air de quoi, juste vraiment rapido, là. Ça, c'est un exemple d'une lettre au premier cycle. Je pense que c'est la faculté de sciences.
Ça va être sur comme une entête universitaire, bien sûr, avec une signature et tout ça. Donc, ça a l'air pas officiel ici, mais ça va être officiel. Mais c'est ça de quoi ça a l'air. Et là, pour les étudiants au cycle supérieur, ça a l'air plutôt comme ceci. Donc, ça veut dire que si vous avez complété les exigences sur une certaine date, comme j'ai mentionné, ça dit la durée du programme et ça va être basé sur la description officielle de votre programme. Puis là, tout le reste. Et encore une fois, ça va être signé, savoir le tampon de l'université et tout ça. Donc, ça, c'est ça. Passeport, ça, c'est pas mal évident. Il faut inclure une copie de votre passeport, la page biographique et là, toute page qui a soit un visa ou des inscriptions, des timbres, n'importe quoi. Et en passant, vous pouvez voir ici, il y a des instructions à côté de chaque élément de la liste de contrôle. Et pour chaque élément, vous pouvez seulement télécharger un fichier. Donc, si vous avez plus qu'une chose à télécharger dans une section, il va falloir les combiner dans un seul fichier pour les télécharger. Juste garder ça à l'esprit. Photographie, là aussi, ça donne les critères ici. Et pour les sections, la section des documents optionnels, ça, vous pouvez ignorer ce formulaire, l'annexe 1. Comme j'ai mentionné, ce n'est malheureusement pas possible de demander le visa en même temps si vous soumettez votre demande de l'intérieur du Canada. Donc, même si vous remplissez ce formulaire, ça ne va servir à rien malheureusement. Donc, vous pouvez ignorer. Et ici, renseignements sur le client, ça, c'est vraiment où est-ce que vous pouvez fournir plus d'explications. Donc, par exemple, s'il y a des choses sur le formulaire et vous avez manqué d'espace, vous pouvez l'inclure ici. Si vous avez fait des études à temps partiel ou vous avez effectué une prise de congé de vos études, ça aussi, il va falloir bien expliquer, justifier. Si vous êtes dans une de ces situations, je vous conseille fortement de prendre un rendez-vous de conseil individuel pour justement discuter avec un conseiller des stratégies, comment bien appuyer votre demande avec les documents requis. OK. Je pense que j'ai fait le tour. Ce formulaire ici, j'en ai pas parlé, c'est vraiment évident, je pense, et je veux vraiment prendre le temps pour répondre aux questions. Donc, je pense que je vais retourner à la présentation ici et on va prendre quelques questions. Donc, je vais juste regarder au chat ici. J'ai quelques questions et si ça ne dérange pas, je préfère les poser oralement. OK, donc je peux vous donner le micro, mais juste gardez en tête qu'on est en train d'enregistrer. Donc, votre voix sera sur l'enregistrement. Ah oui, ça ne me dérange pas. OK, super. Oui, j'avais quelques questions en fait. J'essaie de passer assez rapidement. Donc, la première, c'est justement par rapport au fait que j'ai été à temps partiel l'an passé. Donc, je finis en avril cette année. Mais j'ai dû passer à temps partiel l'an passé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais 2 cours continus, c'est-à-dire qu'ils se donnaient sur les 2 semestres, celui d'automne et d'hiver. En fin mars, j'ai dû abandonner ces 2 cours continus, ce qui fait qu'automatiquement, je suis devenue à temps partiel pour les 2 semestres. Sauf que techniquement, j'étais à temps plein toute l'année jusqu'à fin mars. Donc, et j'ai quand même payé les frais de scolarité, c'est-à-dire en tant qu'étudiante à temps plein. Donc, je me demande comment ça va se passer quand je vais faire ma demande. Je vais ajouter une lettre justificative. Je vais expliquer que techniquement, j'étais à temps plein toute l'année et que j'ai donné en fin mars. Mais je me demandais, est-ce qu'ils peuvent comme refuser ma demande à cause de ça? Donc, malheureusement, oui, ça se peut. Donc, techniquement, la seule exception qu'ils font, c'est pour le dernier trimestre. Mais je sais qu'en
en pratique, là, on a eu des étudiants qui ont quand même réussi à obtenir le permis de travail. Donc, ça va vraiment dépendre de l'agent et de son interprétation de la situation. Donc, il y a des agents qui font des exceptions et il y a des agents qui en font moins. Donc, juste pour m'assurer de bien comprendre, donc dans votre cas, vos cours étaient pour le trimestre automne et le trimestre d'hiver. Et là, quand vous avez abandonné en mars, ça a enlevé les cours d'automne aussi, c'est ça? C'est ça, oui. Oui. Donc, pour moi, en plus de votre lettre explicative, si c'est possible, je vous suggère de demander une lettre de votre faculté qui confirme cet aspect aussi pour comme corroborer qu'est-ce que vous allez dire dans votre lettre explicative. Donc, juste confirmer comme le format de ces cours et comment l'inscription fonctionne pour que IRCC peut vraiment voir que comme, oui, tu étais à temps plein jusqu'à cette date. Et là, lorsque vous avez abandonné, ça l'a rétroactivement enlevé dans le passé, même si en réalité, vous étiez aux études à temps complet jusqu'à cette date en mars. OK. Donc, ça va aider à comme justifier les études à temps partiel. OK, Ouais. mais si, disons, c'est refusé et je dois retourner dans mon pays, est-ce que je peux faire comme une autre demande pour, je ne sais pas, comme un autre programme d'immigration ou ça va être refusé aussi? Non, donc, si votre demande de permis de travail est refusée, vous pouvez toujours demander pour d'autres types de permis de travail autres que le permis de travail post-diplôme. Donc, il y a plusieurs autres programmes, catégorie expérience canadienne, par exemple. Donc, oui, juste avoir un refus sur le permis de travail post-diplôme pour ce critère d'éligibilité, donc juste pour avoir étudié à temps plein, ça ne va pas te prévenir de soumettre d'autres demandes au futur. C'est vraiment juste pour ce programme en particulier. Et aussi, on a des étudiants qui choisissent de prendre un autre programme d'études de courte durée, donc peut-être au niveau collégial ou peut-être une maîtrise de courte durée. Et là, ils soumettent, ils restent à temps plein pour le programme de courte durée. Là, ils soumettent une demande de permis de travail et là, ils reçoivent leur permis. Donc, ça aussi, c'est possible. Si vous êtes refusé le permis de travail, vous pouvez toujours compléter un autre programme et soumettre une nouvelle demande à ce moment-là. OK. Et puis, ça mène à ma prochaine question. Donc, est-ce que c'est possible, juste après avoir obtenu son diplôme, de faire une demande de résidence permanente, c'est-à-dire pour l'entrée express, par exemple, pour expérience canadienne? Est-ce que, par exemple, pendant qu'on était étudiant, si on a travaillé à temps partiel, est-ce que ça compte? Donc malheureusement, on ne fournit pas de conseils en matière de résidence permanente. Et puisque le thème de cette séance aujourd'hui, c'est pour le permis de travail, on est déjà au-delà du temps, malheureusement. Mais de façon générale, la catégorie expérience canadienne en particulier, les études, le travail obtenu lorsque vous êtes étudiante à temps complet compte pas, malheureusement. Il faut absolument que ce soit de l'expérience de travail acquise après vos études, mais il y a d'autres programmes fédéraux que ça pourrait fonctionner. Mais c'est ça. Malheureusement, avec le temps, il va falloir que je passe à la prochaine question. Là. Pas de souci. OK, je vais rester quelques minutes. Peut-on quitter le Canada et revenir avec le permis de travail post-diplôme? Oui, si vous avez également le passeport valide et soit le visa valide ou la VE valide, le permis de travail post-diplôme tel quel n'est pas un document de voyage, mais plutôt un document de statut pour travailler. Peut-on étudier avec un permis de travail post-diplôme? Non, ce n'est pas un permis d'études, c'est uniquement un permis de travail. Mais c'est possible d'avoir à la fois un permis d'études et un permis de travail. Donc, si vous voulez poursuivre vos études, il faudrait demander un permis d'études. Si on était toujours aux études et qu'on a travaillé à temps partiel pendant les études, est-ce qu'on doit aussi inclure le travail à temps partiel ou on met juste les études de 10 ans passés? On indique les travails à temps partiel également sur le formulaire. Temps plein, temps partiel au Canada, extérieur du Canada, tous les emplois pour les 10 dernières années doivent être indiqués.
J'ai fini ma maîtrise fin avril. Mon permis d'études est valide jusqu'en mai 2023. Quand devrais-je arrêter de travailler à temps partiel? Ça, c'est serré. Caio, je vous suggère de peut-être prendre un rendez-vous de consultation individuelle parce que ça se peut que c'est vraiment difficile d'avoir une confirmation écrite avant l'expiration de votre permis d'études. Ça va être vraiment serré parce que les notes seront seulement officielles vers la fin mai. Donc, c'est vraiment, vraiment serré. Mais techniquement, il faut arrêter le travail à temps partiel dès que vous recevez la confirmation écrite. Donc, le rendement scolaire, les notes vont sortir le 17 mai. Donc, ça va dépendre comment rapido vous recevez votre document d'infoservice si vous êtes au cycle supérieur. Une fois que toutes vos notes sont disponibles, soumettez ta demande pour la lettre auprès d'InfoService comme immédiatement pour maximiser les chances de soumettre ta demande avant l'expiration. Pour la photo qu'on doit joindre, est-ce que c'est sous forme électronique ou on scanne les photos en format dur? Les deux sont acceptables. Soit un scan ou une photo digitale. Juste assurez-vous de respecter les conditions indiquées sur le site. Est-ce que prendre des cours d'été pendant les vacances d'été est pris comme des études à temps partiel? Non. Donc, les cours pris lors d'un congé prévu au calendrier, comme les vacances d'été, ça, c'est acceptable. Ça n'impacte pas votre éligibilité au permis de travail post-diplôme. Et est-ce que je peux appliquer un permis de travail post-diplôme après avoir travaillé coop dans mon dernier trimestre? Oui, absolument. Vous êtes toujours inscrite comme étudiante à temps complet lorsque vous êtes dans un trimestre coop, mais il faudrait vérifier avec le bureau coop à partir de quand votre note finale va être affichée dans votre dossier pour savoir quand vous pourrez demander votre lettre d'attestation, soit de votre faculté si vous êtes au premier cycle ou de votre d'infoservice si vous êtes au cycle supérieur. Donc, c'est ça à confirmer. Quand est-ce que ça va être indiqué que vous avez réussi le stage coop? Mais autre que ça, c'est les mêmes critères. OK, je pense que j'ai tout répondu dans le chat. Je vais vous laisser, merci de m'indiquer dans le chat si vous avez toujours des questions. Je vais juste passer vraiment rapido, là. Je sais, on est 5 minutes au-delà du temps. Je voulais mentionner le numéro d'assurance sociale. Donc, une fois que vous demandez ou vous obtenez votre permis de travail, il faut absolument veiller à mettre à jour votre dossier de NAS pour que votre nouvelle date d'expiration corresponde à celle de votre permis de travail. Donc, le numéro tel quel ne va pas changer, mais il faut mettre à jour. Chaque fois que vous avez un nouveau statut au Canada, il faut mettre à jour votre dossier NAS. Les services en personne avec Service Canada sont sur rendez-vous seulement en ce moment, mais vous pouvez mettre à jour en ligne ou par la poste aussi. Et on vous donne les infos ici. Pour le régime d'assurance maladie universitaire, techniquement, votre couverture RAMU prend fin à la collation des grades. Donc, si vous avez besoin, et donc, c'est à ce moment-là que votre couverture prend fin avec l'université. Et pour avoir droit à une couverture médicale provinciale, il faut normalement occuper un poste permanent, un poste d'emploi permanent d'une durée supérieure à 6 mois. Donc ça se peut que ça vous prend du temps après que vous avez terminé vos études pour trouver ça. Donc, il y a une autre couverture qui peut être disponible pour justement vous couvrir pendant ce gap, essentiellement. Et c'est offert en lien avec le bureau des diplômés. Avec Manulife. Donc, on vous donne les infos ici. Donc, si c'est d'intérêt, je vous invite à communiquer directement avec le bureau des diplômés pour voir comment ça fonctionne, comment acheter cette couverture une fois que votre couverture ici avec l'université prend fin après la collation des grades. Et je voulais aussi mentionner que si vous avez un conjoint, un époux de fait,
lorsque vous devenez titulaire d'un permis de travail post-diplôme, ils peuvent être éligibles pour un permis de travail aussi sous une certaine exemption, mais vous devez avoir une offre d'emploi dans un domaine qualifié. Donc, je voulais juste le mentionner rapido. Comment communiquer avec nous? Donc, on a nos séances sans rendez-vous, SOS Immigration, qui ont lieu à chaque semaine. Il y a justement une séance de jeudi à 13h. Le lien de connexion est sur notre site Web. On offre des rendez-vous de conseil virtuels, donc envoyez-nous un courriel si vous avez besoin d'un rendez-vous. Et je voulais mentionner que vous avez accès à nos services de conseil jusqu'à 6 mois après la fin de votre programme. Donc, essentiellement, la période pendant laquelle vous avez le droit de demander le permis de travail post-diplôme. Donc, c'est là où prend fin nos services. Il y a aussi d'autres moyens d'obtenir des infos, soit notre foire à questions. Donc, ça, c'est sur notre site Web. Même chose pour les prochaines séances d'infos, aussi sur notre site Web. Et on a aussi des enregistrements des séances précédentes sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est tout pour moi. Je vais terminer ici. Merci vraiment de votre participation, votre engagement d'être ici. Désolée que c'était un peu rapido à la fin. Je parle trop, mais j'espère que c'était utile. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez des questions et je vous souhaite tous et toutes une belle journée. Merci.